Une hyperactivité paroxystique fulgurante des neurones cérébraux. Une perte de connaissance instantanée. Une chute brutale. Chez l'enfant, la crise convulsive n'est pas un simple malaise, c'est une urgence médicale absolue qui engage le pronostic vital et fonctionnel immédiat. Les statistiques cliniques et l'observation directe révèlent une chronologie implacable. Une phase tonique de 10 à 20 secondes, bloquant la respiration jusqu'à la cyanose, suivie d'une phase clonique d'environ 60 secondes où le corps est secoué de spasmes violents, avant de sombrer dans un coma post-critique. Le corps médical fait face à un défi de classification stricte. S'agit-il d'une crise occasionnelle déclenchée par une méningite purulente, une hypoglycémie ou une déshydratation, ou bien de l'émergence d'une épilepsie chronique destructrice, comme le syndrome de West ou de Lennox-Gastaut? Dans les salles de déchocage, les protocoles sont millimétrés. Le dosage du diazépam est fixé à 0,5 mg par kilogramme de poids corporel, administré par voie intrarectale via une ampoule de 10 mg par millilitre, avec une limite stricte de 15 minutes avant le risque de dépression respiratoire. L'interrogatoire, l'électroencéphalogramme et la ponction lombaire deviennent les seuls outils d'investigation pour isoler l'étiologie exacte parmi des dizaines de causes potentielles, allant du traumatisme crânien à l'intoxication médicamenteuse à l'imipramine. Voici les faits, les données et les protocoles d'intervention. L'investigation d'une crise convulsive commence par l'analyse stricte de sa manifestation motrice, qui témoigne de la mise en jeu d'une portion limitée ou totale du cortex cérébral. Dans le cas d'une crise généralisée tonico-clonique, typiquement observée chez le grand enfant, le déclenchement est d'une brutalité extrême. Parfois précédé d'une sensation de malaise vague et indéfinissable, l'événement majeur débute par une perte de connaissance totale et immédiate, entraînant inévitablement la chute du patient si celui-ci était debout. À l'instant exact de la perte de conscience, le chronomètre clinique s'enclenche avec la phase tonique. Cette phase dure très précisément entre 10 et 20 secondes. Durant ce laps de temps, l'ensemble de la musculature striée se fige dans une contraction soutenue, ininterrompue et violente. Les muscles respiratoires sont tétanisés, provoquant une apnée mécanique immédiate qui se traduit dans les secondes qui suivent par une cyanose, une coloration bleutée de la peau et des muqueuses due à la chute vertigineuse du taux d'oxygène dans le sang. Les globes oculaires subissent une révulsion vers le haut ou sur le côté. Immédiatement après, la phase clonique prend le relais pour une durée approximative d'1 minute entière. Le corps est alors traversé par des secousses musculaires rythmiques, saccadées et symétriques. Une hypersialorée, caractérisée par une production excessive de salive, obstrue les voies aériennes supérieures. Vient ensuite la phase post-critique, marquant l'épuisement total des réserves énergétiques neuronales. L'enfant présente une hypotonie massive, les muscles sont flasques. La respiration reprend, mais elle est ample et stertoreuse, bruyante, témoignant de l'encombrement pharyngé. Le patient plonge dans une obnubulation profonde, un état comateux transitoire suivi d'une amnésie totale de l'épisode. Les morsures de la langue et la perte de contrôle sphinctérien, entraînant une émission d'urine, sont documentées, mais restent statistiquement inconstantes. Cependant, la réalité clinique démontre que ces crises généralisées sont fréquemment polymorphes, présentant des profils incomplets, irréguliers ou asymétriques. Les neurologues répertorient des crises cloniques pures, sans rigidité préalable, ou des crises toniques pures, sans secousse subséquente. Plus insidieuses, les crises atoniques se manifestent par un effondrement brutal du tonus postural. Cette atonie peut être localisée à la musculature cervicale, provoquant une simple chute de la tête sur le tronc, ou être généralisée, entraînant un effondrement complet du corps sur le sol. Parallèlement, les crises partielles n'impliqueront initialement qu'une zone très restreinte du cortex cérébral. Elles se matérialisent par des mouvements cloniques ou tonico-cloniques strictement limités, avec une prédominance marquée pour la région bucco-faciale. Fréquemment, on observe une rotation forcée de la tête et du corps, accompagnée d'une déviation conjuguée des yeux vers un côté spécifique. L'électroencéphalogramme enregistre alors des perturbations électriques paroxystiques hautement localisées, bien qu'une généralisation secondaire à l'ensemble du cortex reste une évolution clinique possible et fréquemment documentée.
Devant un tableau clinique de perte de connaissance et de manifestations motrices, l'équipe médicale doit procéder à une élimination systématique des faux positifs. Le diagnostic différentiel est une étape critique pour éviter d'engager des traitements anticonvulsivants lourds de manière inappropriée. Pour les crises d'apparence généralisée, les cliniciens doivent d'abord écarter les simples frissons ou tremblements physiologiques liés à la fièvre. Ils doivent identifier le spasme du sanglot, une manifestation comportementale et physiologique survenant typiquement chez le nourrisson ou le jeune enfant lors d'une contrariété intense. L'enfant pleure vigoureusement, puis bloque sa respiration en expiration sans reprise de l'inspiration. Cette apnée volontaire provoque rapidement une hypoxie, une cyanose marquée, aboutissant à une syncope brève par asphyxie transitoire, souvent confondue par les parents avec une convulsion épileptique. Les lipothymies ou syncopes vagales constituent un autre piège diagnostique. Déclenchée par une émotion forte, une douleur aiguë ou la peur, elle se caractérise par un début progressif avec pâleur, sueur et troubles visuels, suivi d'une perte de conscience brève survenant sur un terrain neurovégétatif prédisposé. Les médecins doivent également rechercher une anoxie cérébrale secondaire à une cardiopathie cyanogène méconnue, où le cœur ne parvient pas à oxygéner suffisamment le sang pompé vers le cerveau. Les intoxications aiguës par des substances neurotoxiques et les crises hystériques de nature psychogène complètent cette liste d'exclusions. Pour orienter ce diagnostic, l'interrogatoire des parents est mené avec la précision d'un interrogatoire de police judiciaire. L'âge exact de l'enfant est la première donnée enregistrée, car il conditionne l'arbre décisionnel des étiologies. Les antécédents personnels sont décortiqués, notion de souffrance fœtale ou néonatale lors de l'accouchement, évaluation stricte du développement psychomoteur pour détecter un retard préalable, recensement des troubles métaboliques ou des pathologies chroniques déjà diagnostiquées, et vérification de l'existence de crises convulsives antérieures. L'enquêteur médical scrute ensuite les antécédents familiaux, traquant la présence d'épilepsie, de convulsions fébriles ou de maladies génétiques familiales dans la fratrie ou chez les parents. Enfin, la chronologie de l'événement est reconstituée minute par minute. Quelles étaient les circonstances exactes avant la crise? Quelle a été la durée précise mesurée de la phase motrice? Quelle était la topographie initiale des mouvements et quel était leur aspect clinique exact? L'examen clinique complet prend alors le relais, évaluant l'état neurologique à la recherche d'un déficit focalisé post-critique, tel qu'une paralysie temporaire de Todd, mesurant la tension artérielle, la température corporelle et procédant à des examens otorhinolaryngologiques et pulmonaires pour isoler un foyer infectieux. Les examens complémentaires ne sont jamais systématiques, mais prescrits sur des cibles précises. Numération formule sanguine, étude du fond d'œil pour détecter un œdème papillaire ou des hémorragies rétiniennes, ionogramme sanguin incluant systématiquement la glycémie, la calcémie et la magnésémie. En cas de suspicion d'infection du système nerveux central, la ponction lombaire et les hémocultures sont ordonnées en urgence absolue. La tomodensitométrie cérébrale et l'électroencéphalogramme sont réservés aux suspicions de lésions structurelles ou de maladies épileptiques avérées. L'âge de l'enfant dicte la probabilité des causes sous-jacentes. Les crises convulsives occasionnelles sont évoquées en l'absence de tout antécédent familial de pathologie convulsive et sans historique de crise répétée chez le patient. Elles surviennent de manière opportuniste lors de maladies intercurrentes, provoquant un effondrement de l'homéostasie, telles qu'une méningite bactérienne, une déshydratation aiguë, une hyperthermie maligne, une exposition toxique ou un déséquilibre métabolique sévère. La fenêtre chronologique allant de la naissance à l'âge de 6 mois présente un profil étiologique spécifique et hautement létal sinon identifié. Dans cette tranche d'âge, la méningite purulente est la première cible de l'investigation clinique. C'est une infection bactérienne fulgurante des enveloppes du cerveau. La ponction lombaire, consistant à prélever le liquide céphalorachidien dans l'espace sous-arachnoïdien de la colonne vertébrale, est l'acte médical qui permet de poser un diagnostic de certitude en révélant un liquide trouble, riche en polynucléaires altérés et en germes pathogènes. Une antibiothérapie massive et adaptée aux germes identifiés doit être injectée par voie intraveineuse, avec une précocité absolue pour éviter la destruction tissulaire cérébrale. La deuxième cause majeure chez le nourrisson de moins de 6 mois est l'hématome sous-dural. Souvent lié à la notion de traumatisme crânien, accidentel ou infligé dans le cadre d'un syndrome de l'enfant secoué, il se signale cliniquement par une augmentation anormale et rapide du périmètre crânien due à l'accumulation de sang entre la dure mère et l'arachnoïde.
L'examen du fond d'œil révèle alors des hémorragies rétiniennes pathognomoniques, et l'imagerie par échographie transfontanellaire ou par tomodensitométrie cérébrale confirme la présence de la collection sanguine. Les encéphalopathies diverses constituent le troisième axe d'investigation. Enfin, les cliniciens doivent traquer les perturbations hydroélectrolytiques ou métaboliques massives qui court-circuitent chimiquement le réseau neuronal. Une hypoglycémie sévère, privant le cerveau de son carburant exclusif, une hypocalcémie, perturbant le potentiel d'action des membranes cellulaires, une hyponatrémie, provoquant un œdème cérébral osmotique, ou un état de déshydratation aiguë entraînant une hypovolémie, sont des déclencheurs biologiques directs de la crise convulsive chez le très jeune nourrisson. Passé le cap des 6 mois et jusqu'à l'âge de 4 ans, le spectre des menaces se modifie radicalement. C'est dans cette fenêtre d'âge que les convulsions fébriles dominent les statistiques des urgences pédiatriques. Survenant dans un contexte d'ascension thermique rapide, généralement au cours d'une infection virale banale des voies respiratoires supérieures ou de la sphère ORL, ces crises frappent sur un terrain génétique souvent prédisposé, révélé par les antécédents familiaux. Il s'agit majoritairement de crises généralisées qui, bien que terrifiantes pour les témoins, présentent en règle générale un pronostic neurologique bénin sans séquelles cognitives. Cependant, la vigilance médicale reste maximale car ce tableau fébrile peut masquer une pathologie mortelle, la méningite purulente ou la méningoencéphalite virale. Au-delà des causes infectieuses, les médecins urgentistes recherchent des déséquilibres internes majeurs. Une déshydratation aiguë sévère, souvent consécutive à une gastro-entérite virale prolongée, peut provoquer une hyponatrémie extrême, entraînant un dysfonctionnement neuronal aigu. C'est également l'âge des accidents domestiques et des intoxications médicamenteuses. L'ingestion accidentelle de produits pharmaceutiques destinés aux adultes est une cause fréquente d'admission aux urgences pour état de mal convulsif. Les rapports toxicologiques mettent fréquemment en cause la théophiline, un bronchodilatateur utilisé dans l'asthme, ou l'imiprime, un antidépresseur tricyclique dont le surdosage provoque un blocage des canaux sodiques cellulaires et des arythmies cardiaques fatales. Les traumatismes crâniens causés par des chutes lors de l'acquisition de la marche complètent ce tableau. Après l'âge de 4 ans, les étiologies se recentrent sur les traumatismes crâniens à haute cinétique, mais aussi sur l'apparition de poussées hypertensives aiguës. Ces pics de tension artérielle majeure sont souvent la conséquence d'une néphropathie glomérulaire sous-jacente, une atteinte rénale se signalant silencieusement par la présence de protéines et de sang dans les urines. Bien que ces crises soient classifiées comme occasionnelles, les données de suivi à long terme indiquent qu'elles peuvent parfois se compliquer et évoluer vers une véritable épilepsie si des lésions structurelles se sont installées. Lorsque le terrain médical révèle des antécédents familiaux d'épilepsie, un historique de crise convulsive répétée sans fièvre ou la présence d'une pathologie cérébrale congénitale connue, le diagnostic bascule de la crise occasionnelle vers la maladie épileptique chronique. L'enquête étiologique se segmente à nouveau selon des tranches d'âge très précises, chaque période dévoilant ses propres syndromes destructeurs. Avant l'âge de 6 mois, l'épilepsie est majoritairement la séquelle directe d'une encéphalopathie anoxique ischémique survenue suite à une souffrance fœtale aiguë lors du travail ou de l'accouchement, provoquant des lésions irréversibles du cortex moteur. Entre 6 mois et 3 ans, 2 entités nosologiques majeures et dévastatrices concentrent l'attention des neurologues. La première est le redoutable syndrome de West. Il débute typiquement vers l'âge de 6 mois, avant la première année de vie. Cliniquement, il ne se manifeste pas par de grandes secousses, mais par des spasmes musculaires de durée extrêmement brève. Ces spasmes n'apparaissent jamais isolément. Ils évoluent par salves successives de plusieurs dizaines de répétitions, provoquant le plus souvent une flexion brutale de la tête, du tronc et des membres, comme si l'enfant s'enroulait sur lui-même. L'impact neuronal de ce syndrome est catastrophique, entraînant systématiquement un arrêt puis une régression massive des acquisitions psychomotrices de l'enfant. L'électroencéphalogramme enregistre alors une hypsarythmie, un chaos électrique total du cerveau. La deuxième entité dans cette tranche d'âge est le syndrome hémiconvulsion-hémiplégie. Frappant entre 5 mois et 2 ans, il se caractérise par des crises partielles unilatérales, parfois secondairement généralisées, qui se prolongent. L'évolution est dramatiquement défavorable, laissant l'enfant avec une hémiplégie séquellaire permanente, une paralysie d'une moitié du corps, invariablement accompagnée d'un retard mental profond.
Entre 3 et 9 ans, les spécialistes identifient le syndrome de Lennox-Gastaut, dont le pic d'incidence se situe entre 2 et 6 ans. Ce syndrome est caractérisé par des crises convulsives hautement polymorphes, associant des crises toniques nocturnes et des absences atypiques diurnes. Sa signature clinique réside dans les chutes atoniques brutales, non annoncées, provoquant de sévères traumatismes crâniens et faciaux, nécessitant le port de casques de protection en permanence. Le pronostic du syndrome de Lennox-Gastaut est exceptionnellement grave, avec un risque de décès accru par accident ou par état de mal épileptique réfractaire, et l'installation de troubles psychiques et cognitifs lourds. Parallèlement, on observe dans cette même tranche d'âge des formes plus bénignes, comme l'épilepsie à paroxysme relandique, caractérisée par des crises nocturnes partielles motrices impliquant la région orofaciale avec hypersalivation, mais dont l'évolution est spontanément favorable à l'adolescence, sans impact cognitif. Face à un enfant en pleine crise convulsive, le personnel médical et paramédical exécute un protocole d'intervention strict, codifié et chronométré, où chaque seconde d'hypoxie cérébrale compte. La première étape exige un diagnostic instantané de la crise en cours, validation de la perte de connaissance, identification du changement brutal du tonus musculaire, qu'il s'agisse d'un raidissement spastique ou d'une hypotonie totale, confirmation visuelle des secousses rythmiques des membres ou de la région faciale et observation de la révulsion des globes oculaires. Dès la validation, la manœuvre de sécurisation commence. L'enfant est immédiatement basculé et couché en position latérale de sécurité, une mesure mécanique indispensable pour empêcher l'inhalation de liquide gastrique ou de salive dans les poumons. L'équipe procède à un déshabillage rapide pour faire baisser la température corporelle et écarte violemment tout objet environnant contondant ou dangereux. Les voies aériennes supérieures sont désobstruées physiquement. Un aspirateur de mucosité est introduit pour éliminer les sécrétions hypersialoréiques. Une canule de maillot est mise en place dans la cavité buccale et fixée solidement au visage pour interdire la chute de la base de la langue en arrière contre la paroi pharyngée, qui provoquerait une asphyxie mécanique. Simultanément, la préparation de l'arme pharmacologique est lancée. L'infirmier prépare la dose exacte de diazépam, commercialisée sous le nom de Valium. La source est une ampoule injectable contenant une concentration stricte de 10 mg pour 1 ml. La dose est calculée mathématiquement en fonction du poids corporel, fixé à 0,5 mg par kg. Le liquide est aspiré dans une seringue calibrée de 2 ou 5 ml. Une canule spéciale à bout mousse est solidement vissée sur l'embout de la seringue. L'opérateur introduit prudemment cette canule dans le rectum du patient et injecte la totalité du produit. Pour garantir qu'aucun résidu de médicament ne stagne dans le tube de la canule, une injection complémentaire de 1 ml d'air ambiant est poussée dans le système. L'opérateur maintient la canule et la seringue montées en place pendant exactement 2 à 3 minutes pour empêcher le rejet du liquide par un spasme sphinctérien. Le chronométrage clinique est alors central. Le clinicien observe le morphotype de la crise, enregistre la durée à la seconde près de chaque phase tonique et clonique, surveille l'amplitude respiratoire et guette l'apparition ou la disparition de la cyanose périphérique et péribuccale. La durée entre l'injection intrarectale de Valium et la cessation effective de l'activité motrice anormale est consignée sur le dossier. Si le chronomètre franchit le seuil critique des 15 minutes sans interruption de la crise, l'interdiction de réinjecter du Valium sans une nouvelle prescription médicale explicite est absolue, en raison du risque majeur de provoquer un arrêt respiratoire par dépression centrale. Le matériel de réanimation lourde entre alors en scène, le ballon de ventilation manuelle et le kit d'intubation trachéale, dont le fonctionnement a été préalablement testé, sont déployés autour de la tête du patient. Pendant ce temps, la température tympanique ou rectale est mesurée. Une équipe procède au prélèvement sanguin périphérique pour expédier en urgence au laboratoire les tubes destinés au dosage de la calcémie et de la glycémie veineuse. Parallèlement, un test glycémique capillaire instantané est réalisé à l'aide de bandelettes réactives pour écarter immédiatement une hypoglycémie neuroglycopénique mortelle. Si la fièvre est confirmée et sous couvert d'une prescription, un antipyrétique intraveineux ou intrarectal est administré. L'opération se termine par la rédaction d'un compte-rendu d'intervention médico-légale stipulant les doses, les heures d'administration et les constantes vitales, remis au médecin responsable, daté et signé avec l'heure exacte. L'investigation clinique des crises convulsives pédiatriques met en lumière la multiplicité accablante des causes sous-jacentes, allant d'un simple pic hyperthermique bénin à des lésions cérébrales irréversibles causées par une méningite ou des anomalies génétiques sévères.
Les données prouvent que l'âge du patient est la boussole diagnostique principale, guidant les cliniciens vers les étiologies les plus probables, de l'hématome sous-dural chez le nourrisson au syndrome de Lennox-Gastaut chez l'enfant de 6 ans. L'approche thérapeutique impose une gestion de l'urgence vitale chronométrie au diazépam, tout en exigeant une enquête étiologique immédiate pour endiguer la cause première et préserver l'intégrité du réseau neuronal de l'enfant.